Ça s'est passé il y a quelques années. J'avais 11 ans à l'époque, et ma famille et moi traversions le Montana, littéralement au milieu de nulle part. C'était aussi en plein cœur de l'hiver, au beau milieu de la nuit. On avait l'habitude de venir dans un endroit complètement isolé où on passait une semaine à pêcher, camper et faire des randonnées. Là, on faisait le chemin du retour vers la civilisation, et tout le monde était fatigué. De grands murs de neige bordaient la route, et au-delà de ces congères sales, on pouvait apercevoir des forêts épaisses. On roulait tranquillement, grimpant un col de montagne. Je me souviens avoir pressé la moitié de mon front contre la vitre froide, fatigué, à observer ce que je pouvais distinguer de la neige et de la nature dans le noir. Puis je l'ai vue. Je l'ai toujours gardée en mémoire comme une femme. Peut-être que c'est juste ce que mon esprit a choisi, mais peu importe. Elle portait un manteau en lambeaux, plusieurs couches de vêtements, et elle traînait 2 gros sacs. Je me rappelle avoir aperçu son visage gelé un court instant. Je n'étais pas le seul à l'avoir vue. Mon père a murmuré « Vous avez vu ça? Elle doit geler là dehors !» Et ma mère a dit quelque chose comme « Peut-être qu'on devrait la prendre en voiture !» Mais on était déjà à un bon kilomètre plus loin. On a atteint le sommet de la montagne. Je m'en suis rendu compte à cause de la sensation dans mes oreilles. Puis on a entamé la descente. Les conditions de conduite n'étaient pas terribles, mais notre vieille voiture familiale s'en sortait bien. La route s'est un peu nivelée, et j'ai recommencé à scruter l'horizon à la recherche d'une ville ou d'un village. Rien. Juste des arbres et de la neige. On était complètement seuls. Puis on a commencé à descendre les vraies pentes sinueuses. Je regardais les bois par la fenêtre quand la route est devenue plus dangereuse. On n'avait pas croisé une seule voiture depuis ce qui semblait être des heures. Mon père racontait quelque chose quand je l'ai revue. Elle se tenait debout dans la neige. Je l'ai aperçue une seconde, éclairée par les phares, puis plus rien. Cette fois, j'ai mieux vu son visage. Et j'aurais préféré que non. Elle avait un sourire très étrange, sur un visage complètement déformé. Peut-être une brûlée grave? En une fraction de seconde, je n'ai pas pu m'empêcher de fixer son visage. Elle me regardait, c'était sûr. Ce sourire tordu, et dans ses petits yeux noirs, une sorte de compréhension malsaine. On a continué à rouler. J'ai regardé par la fenêtre, et là, ça m'a frappé. Comment avait-elle pu arriver là? Comment avait-elle parcouru tous ces kilomètres devant nous? On n'avait croisé aucun véhicule, pas même une route secondaire. C'était impossible. Finalement, on est arrivé en bas de la montagne et on s'est arrêté dans un petit motel sur le bord de la route pour y passer la nuit. Le lendemain matin, on a trouvé un petit diner juste à l'extérieur de la ville. Un vrai restaurant pour routiers. On a mangé, joué à devine ce que je vois, puis on a payé l'addition et on a mis nos manteaux. Au moment où on s'apprêtait à partir, j'ai entendu la clochette de la porte. J'ai levé les yeux et je l'ai revu. Même manteau, des dizaines de sweats à capuche superposés et ces gros sacs remplis de vêtements humides. Je marchais derrière mon père. Et je me souviens du regard qu'elle m'a lancé en passant. Elle me regardait comme si elle me détestait, comme si elle savait des choses que j'ignorais. Ce sourire défiguré, toujours collé au visage. Elle s'est arrêtée juste à côté de moi. J'ai reculé derrière mon père jusqu'à ce qu'on soit dans la voiture. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle était juste perdue, qu'elle marchait depuis des kilomètres dans le froid. Ou peut-être que quelqu'un lui avait fait du mal. Il y a sûrement des dizaines d'explications logiques à tout ça, mais j'arrive pas à me défaire de cette sensation bizarre, comme si elle nous suivait. Ma famille et moi faisions la route de l'Ohio jusqu'au Wyoming pendant les vacances, il y a une dizaine d'années, pour aller voir de la famille. À cause d'une tempête plus au nord, on avait dû changer notre itinéraire et rouler plein ouest au lieu de monter tout de suite au nord-ouest. On a fait une pause à Omaha pour y passer la nuit. Puis on a repris la route en remontant à travers le Nebraska jusqu'au Dakota du Sud.
Une fois suffisamment au nord, on a bifurqué vers l'ouest sur l'autoroute I-90. À ce moment-là, cela faisait plus d'1 heure qu'on n'avait pas vu un endroit avec des toilettes publiques. On était sur des routes d'État, donc pas de vraie aire de repos. Ceux qui ont déjà voyagé avec un enfant savent que leur patience et leur vessie n'ont pas une grande autonomie, et notre fille n'arrêtait pas de demander une pause pipi. Le Dakota du Sud était tout aussi désert, voire pire, alors qu'on continuait vers l'ouest. Finalement, on a trouvé une aire de repos juste à temps. Elle et moi avions vraiment besoin d'y aller. Mais juste au moment où on s'est garé, le pick-up qui nous suivait depuis un moment est aussi entré sur le parking. Au début, je n'y ai pas prêté plus attention que ça, jusqu'au moment où j'ai commencé à ouvrir ma portière. J'ai tourné la tête vers la droite, en direction de l'endroit où il s'était garé, à quelques places de la nôtre. J'ai croisé le regard du conducteur et un frisson m'a parcouru. C'était un type blanc, maigre, avec une barbe gris-brun en bataille et des yeux sombres. Il portait une chemise à carreaux bleus, sale. Il est sorti de son vieux pick-up des années 90, marron et beige, et a commencé à fouiller dans la benne. Je me suis tourné vers mon mari pour lui dire que je ne voulais pas aller aux toilettes seul à cause du gars. Il me donnait vraiment une mauvaise impression. Mon mari a un peu rigolé, me trouvant peut-être un peu parano, mais il a tout de même accepté de venir avec nous. À ce moment-là, la prochaine ville était Wall, dans le Dakota du Sud, à environ 160 km de là, et si on en croyait les énormes panneaux publicitaires qu'on avait croisés. Mon mari s'est dit qu'il ferait bien d'en profiter pour se soulager lui aussi, même s'il n'en ressentait pas vraiment le besoin. J'ai pris notre fille par la main et on est entré à l'intérieur, suivi de près par l'homme qui, je le remarquais, ne portait rien dans les mains quand je me suis retourné. Ma fille et moi sommes allés dans les toilettes des femmes, puis on est revenu dans le petit hall. Comme je m'y attendais, mon mari était déjà là. Pas besoin de surveiller un enfant, lui. Le vieil homme aussi était là, dans le minuscule hall. Il se contentait de rester debout, à fixer mon mari du regard. Ce dernier nous a pressés de retourner à la voiture. Une fois installé, il a verrouillé toutes les portes. Puis il m'a dit que le type n'était même pas allé aux toilettes. Il avait juste attendu là, immobile. Il était maintenant d'accord avec moi. On venait probablement d'échapper de peu à quelque chose. Et il était soulagé que je n'y sois pas allé seul avec notre fille. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Les 160 km jusqu'à Wall se sont déroulés plutôt facilement, entourés de paysages vides, avec toutefois pas mal de bretelles sur l'autoroute. On ne voyait plus le pick-up et on a commencé à croire que tout ça était derrière nous. On s'est arrêté à Wall pour manger un morceau, acheter quelques snacks pour la route et jeter un œil à ce piège à touristes planté au milieu de nulle part. Et c'est là qu'on l'a revu. À moins de 6 mètres de nous, dans le magasin. Même visage, même barbe, même chemise à carreaux sales. Heureusement, on avait déjà mangé. Et comme il recommençait à nous fixer, on a rapidement payé nos achats et quitté les lieux. On ne l'a plus revu par la suite, mais j'ai été mal à l'aise pendant tout le reste du trajet, jusqu'à ce qu'on arrive enfin sain et sauf chez nos proches dans le Wyoming. Plus aucune trace de cet homme, ni de son pick-up. C'était vers 2000 ou 2001, et ma meilleure amie et moi avions 13 ans. On vivait dans une petite ville rurale du Minnesota, d'environ 2000 habitants. Parmi notre groupe d'amis, on était les 2 seuls à habiter vraiment à la campagne, loin du centre-ville, au milieu de nulle part. Alors, on connaissait bien l'ennui, mais aussi les bons côtés. Explorer les bois, courir dans les champs de maïs, construire des cabanes, ou encore explorer la vieille maison abandonnée sur sa propriété. C'était une époque vraiment fun pour nous. Un jour, on a décidé de prendre nos vélos et de s'aventurer sur les routes de gravier. Son petit frère est venu avec nous. Il devait avoir 9 ou 10 ans à l'époque. On roulait tranquillement, en rigolant, probablement en le taquinant un peu, quand on a aperçu une vieille cabane au milieu d'un champ de maïs.
Le maïs n'était pas encore complètement poussé, donc on pouvait bien la voir. On a évidemment décidé d'aller voir de plus près. Pourquoi pas? J'ai 33 ans aujourd'hui, alors ma mémoire n'est plus aussi nette. Mais je me souviens très bien de ce que j'ai vu à l'intérieur. Et rien qu'à y repenser, j'en ai encore la chair de poule. On a regardé à travers l'ouverture, et la première chose qu'on a remarquée, ce sont les posters. Il y en avait partout, sur tous les murs. Sur chaque affiche, un visage différent. Et ils avaient tous l'air en colère. Certains tenaient des armes, pointées directement vers nous. D'autres pointaient du doigt, comme s'ils nous accusaient. Et tous avaient ce regard perçant, comme s'ils nous fixaient vraiment. Au centre de la pièce, il y avait un cercle rouge, parfaitement peint sur le sol. Tandis qu'on observait cette scène super glauque, j'ai ressenti une présence, comme si on était observé. Mais pas par les posters. J'ai tourné la tête à droite, de l'autre côté de la route en gravier, en direction du champ de maïs d'en face. Et là, en plein milieu du champ, il y avait un homme. Il nous regardait. Il ne bougeait pas, ne criait pas, ne faisait aucun geste. Juste, il nous regardait. Je l'ai signalé à mes amis et on l'a observé ensemble. J'ai fait un petit signe de main maladroit, mais il n'a pas répondu. Il est resté là, immobile. Là, on a vraiment flippé. On a sauté sur nos vélos pour s'enfuir, mais c'était du gravier, donc pas facile d'accélérer. On a pédalé en regardant derrière nous à plusieurs reprises. Il était toujours là, debout, immobile, ne bougeant que très légèrement son corps pour continuer à nous suivre du regard. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment il a pu apparaître là, en plein milieu du champ, sans bruit, sans qu'on le voie venir. Une fois suffisamment éloigné, on l'a vu commencer à marcher, dans une autre direction, jusqu'à ce qu'il disparaisse de notre vue. Récemment, j'y ai repensé. Alors j'ai lancé une discussion de groupe avec mon ami et son frère. On a partagé nos souvenirs et tous les deux s'en rappelaient exactement comme moi. Mais ce que je ne savais pas, c'est que quand on y est retourné le lendemain, tout avait disparu. Même la peinture rouge sur le sol. Une semaine plus tard, la cabane a été donnée aux pompiers pour servir d'exercice de brûlage. Je ne sais pas ce qu'il se passait dans cette cabane. Certains pensent à des rituels bizarres, d'autres à un terrain d'entraînement pour un gars dans une milice. Ou peut-être juste un mec un peu flippant avec un goût affreux en décoration. Peu importe ce que c'était, ça me met encore mal à l'aise aujourd'hui. C'est arrivé un soir au milieu de nulle part, il y a environ 8 ans. Il était plus de 23 heures et je sortais mes chiens pour leur dernière promenade avant d'aller me coucher. À l'époque, je vivais dans une zone rurale, avec des maisons éloignées les unes des autres, beaucoup de terrains boisés autour et souvent des sangliers qui traversaient notre chemin. J'avais l'habitude de faire de longues balades, car l'un de mes chiens avait tendance à faire des accidents le matin s'il ne sortait pas assez longtemps la veille pour faire ses besoins. Il faisait nuit noire, donc j'avais ma lampe torche avec moi. Mais je ne m'attendais vraiment pas à croiser qui que ce soit à une heure aussi tardive, au milieu de nulle part. Pourtant, en face de moi, de l'autre côté de la route, une autre lumière est apparue. On avait quelques voisins, et je connaissais à peu près tout le monde dans les alentours depuis des années. Il arrivait rarement que quelqu'un d'autre promène son chien le soir, mais je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où c'était arrivé. En passant à hauteur de l'autre lumière, j'ai remarqué un homme grand et pâle que je n'avais jamais vu auparavant. Il a traversé la rue pour venir de mon côté et a commencé à me suivre. Il a crié « Hé, j'aime bien tes chiens, je peux les caresser ?» Je suis resté calme, j'ai accéléré le pas en l'ignorant. Ma maison n'était pas loin, j'étais presque arrivé. Mais il a continué à me suivre en criant « Hé, c'est quoi ton nom ? Je veux juste caresser tes chiens !» Il avait un fort accent d'Europe de l'Est. J'ai continué à l'ignorer. J'ai couru jusqu'à chez moi, refermé la porte à double tour derrière moi et me suis précipité dans la chambre. J'ai dit à mon mari qu'un inconnu m'avait suivi jusqu'à la maison et que j'étais vraiment mal à l'aise à l'idée qu'il sache maintenant où je vis.
Mon mari, bien plus courageux que moi, est aussitôt sorti de la maison, probablement pour confronter cet homme. J'étais morte d'angoisse en l'attendant. Il est revenu quelques minutes plus tard, une batte de baseball en métal à la main. Il m'a raconté qu'il avait rattrapé le gars et lui avait demandé qui il était, et pourquoi il suivait une femme seule à minuit, comme un cinglé. L'homme a prétendu qu'il venait d'arriver en ville, qu'il se baladait pour faire des rencontres et se faire des amis. Son histoire était bizarre et ne tenait pas debout. On ne fait pas ça en pleine nuit, au fin fond d'une campagne isolée. C'est le genre de truc qu'on fait en ville en plein jour. Mon mari lui a répondu que s'il le revoyait près de chez nous, il lui casserait les genoux avec sa batte. Je ne l'ai plus revu. Jusqu'à 2 ans plus tard, dans une ville voisine. J'étais avec une amie, on visitait un musée d'art. Je tourne dans un couloir et je tombe sur lui. Je n'ai jamais oublié son visage. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit quelque chose comme « Ah, c'est toi, la fille avec les chiens, cette nuit-là !» Je ne me souviens même plus de ce que j'ai répondu, tellement j'étais sous le choc. Mais c'était bien le même type, avec le même accent européen, grand, mince, au teint pâle. Là, j'étais dans un lieu public, donc je ne pouvais pas vraiment lui reprocher sa présence. Mais le fait qu'il se souvienne de moi, de cette nuit-là, ça m'a glacé. J'ai attrapé le bras de mon ami et on a fait demi-tour. On a quitté le musée immédiatement. Je lui ai raconté toute l'histoire en partant, et heureusement, elle m'a cru. Et heureusement, je ne l'ai plus jamais revue. Quand j'étais à la fac au Texas, mes colocataires et moi avons décidé de partir à Boulder, dans le Colorado, pour les vacances de printemps. On était 2 filles et 2 garçons. Pour profiter au maximum de notre temps à Boulder, on s'est dit qu'on allait faire des relais de conduite et rouler toute la nuit, sans s'arrêter pour dormir. Le trajet durait environ 18 heures. C'était mon tour de conduire quand on est arrivé dans le Texas Panhandle au petit matin. On était littéralement au milieu de nulle part. On n'avait pas croisé une seule voiture dans un sens comme dans l'autre depuis un bon moment, quand on a vu des phares derrière nous. La voiture est arrivée vite derrière nous, puis elle est restée à bonne distance pendant un moment. Étrangement, elle se rapprochait très près, puis s'éloignait beaucoup, puis revenait près à nouveau. Ce manège a duré plusieurs kilomètres. Et puis, soudain, des gyrophares rouges et bleus se sont allumés. Il faisait tellement noir dehors qu'on n'avait même pas remarqué la rampe lumineuse sur le toit. On n'avait pas réalisé qu'on était suivi par un flic. J'ai vérifié mon compteur, je ne roulais pas trop vite. Alors, on se demandait pourquoi on se faisait arrêter. Mais j'ai quand même ralenti et je me suis garé sur le bas-côté. Un policier en chapeau de cow-boy est venu à ma fenêtre. Il a braqué sa lampe torche dans la voiture pour nous observer, puis m'a demandé de sortir du véhicule. J'ai hésité au début, mais comme j'étais avec 3 autres personnes, je ne me sentais pas vraiment en danger à ce moment-là. J'ai pris mon portefeuille, je suis sorti et je me suis tenu contre la portière conducteur. Le policier a regardé mon permis et mon assurance, puis m'a dit qu'il allait me faire passer un test de sobriété. Je ne comprenais pas pourquoi. Je n'avais rien bu, mais j'ai accepté. Pour le test de la ligne droite, il m'a dirigé de façon à ce que je termine ma marche près de sa voiture. Quand j'ai fini, il a ouvert la portière arrière passager et m'a dit de monter. J'ai répondu « Pardon ? Pourquoi ?» Il m'a expliqué que je devais m'asseoir dans sa voiture pendant qu'il vérifiait mon permis. Mais je savais que les portes arrière des voitures de police ne s'ouvrent que de l'extérieur. Si je montais et qu'il fermait la porte, je ne pourrais plus sortir. Il était 3 heures du matin, nuit noire, au beau milieu de nulle part, et j'ai décidé que je n'allais pas monter dans cette voiture. J'ai dit exactement « Je suis désolé, monsieur. Avec tout le respect que je vous dois, et pour ma propre sécurité, je préfère ne pas monter à l'arrière de votre voiture. » Il a répliqué furieux « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» Je lui ai répété la même chose, le plus calmement possible. Il a insisté plusieurs minutes, m'a menacé d'arrêter mes amis et moi, et de nous garder en détention toute la nuit. Puis, finalement, il a abandonné l'idée de me faire monter. Il m'a lancé « T'as peur que je t'enlève, c'est ça ?»
J'ai trouvé cette phrase très étrange et franchement malsaine. J'ai regardé en direction de ma voiture et j'ai vu mes amis collés contre la vitre arrière, en train d'observer. Les deux garçons avaient l'air prêts à sortir. Le flic les a regardés aussi. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais après s'être comporté comme un vrai prédateur pendant de longues minutes, il m'a soudain souri d'un air vraiment louche. Il m'a rendu mon permis et mon assurance, a touché le bord de son chapeau en signe de salut, est monté dans sa voiture et est reparti. Pas de contravention, pas même une explication sur pourquoi il m'avait arrêté. J'étais tellement secoué que mes amis ont dû m'aider à remonter dans la voiture. Encore aujourd'hui, je repense à ce policier qui a décidé d'effrayer une jeune étudiante seule à 3 heures du matin, en plein milieu du Texas rural. Et je me demande souvent ce qui se serait passé si je n'avais pas tenu bon et que j'étais monté dans cette voiture de flic. Est-ce qu'il aurait essayé de profiter de moi à l'arrière ? Et d'ailleurs, était-ce vraiment un vrai flic ? Quand j'avais 15 ans, ma meilleure amie, appelons-la Harry, en avait 14, et on a vécu une rencontre vraiment flippante. On était de grosses fumeuses à l'époque. On était jeunes, mais tout notre groupe d'amis faisait du skate, alors on fumait souvent. Il avait plu toute la journée, et la nuit s'annonçait aussi pluvieuse. Et vu que nos amis étaient tous des skaters, ça n'avait rien d'étonnant que personne ne veuille sortir ce soir-là. Le sol mouillé, c'est zéro pour faire du skate. Mais Harry et moi, on avait quand même envie de se voir. Donc on est sortis ce soir-là pour fumer ensemble. Je ne me rappelle plus si on s'est rejoints dehors ou si on était déjà ensemble chez l'une de nous deux. Quoi qu'il en soit, on est sortis et on s'est demandé quel spot serait le plus sec pour fumer. On a choisi celui qui se trouvait au terrain de handball de mon ancienne école primaire. Je vais essayer de décrire l'endroit aussi bien que possible. C'était la cour de mon école, avec des terrains de handball. On s'est assis sur un banc sous un arbre immense. En face de nous, il y avait une grande pente en béton, que les profs empruntaient pour monter garer leur voiture. Pour sortir, on devait se lever et descendre cette pente. Tout en bas, il y avait une dizaine de terrains de basket. Et derrière ça, un grand terrain de jeu. C'était un parc public rattaché à l'école d'une certaine manière. Cette nuit-là, tout était calme. On n'avait croisé personne dehors, sûrement à cause du mauvais temps. C'était les grandes vacances, donc les adultes devaient sûrement dormir, prêts pour le boulot du lendemain. On était donc là, à fumer sur le banc et à écouter de la musique. Et c'est là que j'ai remarqué, tout au bout des terrains de basket, juste avant l'aire de jeu, un énorme type assis sur un banc. Même en silhouette, on voyait que c'était un gros bonhomme. J'ai prévenu Harry, mais comme elle était plus insouciante que moi, elle m'a dit de me détendre, qu'on ne risquait rien. Mais moi, qui suis toujours sur mes gardes, j'arrivais pas à me calmer. J'ai insisté pour qu'elle coupe la musique. Qu'est-ce qu'un adulte faisait seul dans un parc trempé à minuit, sans fumée, sans téléphone, immobile, et en nous fixant sans bouger la tête? Il ne nous a pas lâché du regard pendant toute notre session. À la fin, même Harry a reconnu que c'était bizarre. Mais on était prêt à partir, donc on s'est dit que ce n'était pas si grave. On le surveillait du coin de l'œil en se levant. Et comme je l'ai dit plus tôt, pour partir, on devait descendre la pente, donc s'approcher un peu de lui. Pas de très près, mais plus qu'on ne l'était. On s'est mis à descendre la pente main dans la main. Moi, je ne le quittais pas des yeux, littéralement pas une seconde. J'étais terrifié, mais j'essayais aussi de rester lucide. Je répétais à Harry de ne pas courir, qu'on devait marcher tranquillement. C'était sûrement autant pour moi que pour elle. J'avais l'intuition que s'il sentait notre peur, ça allait empirer les choses. On était à peine à mi-pente quand le mec s'est levé tout doucement, de manière très raide. Et là, sans prévenir, il s'est mis à courir vers nous à toute vitesse. C'était brutal. Il est passé de statue figée à sprinter fou en 1 seconde. Ce mec était énorme, et ses jambes longues lui donnaient des foulées démentes. Le réflexe, on a lâché nos mains, on a détalé en hurlant dans la rue. On était au milieu de la route, pieds trempés, en train de courir comme des dingues. Tout était désert.
Même les rues normalement animées étaient mortes, vu l'heure et le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais comme par télépathie, on s'est mis à courir vers notre spot habituel, un autre parc, de l'autre côté de la rue et un peu plus loin. En courant, on voyait encore le mec nous suivre. Il avait franchi la route et courait dans notre direction. On espérait croiser quelqu'un, peut-être nos potes, mais le parc était vide. On était essoufflés, paniqués, et on savait que si on croisait quelqu'un, ce serait par pur miracle cette nuit-là. On a continué à courir jusqu'à atteindre un pont au-dessus de l'autoroute. Là, au moins, il y avait des lampadaires. On n'avait pas regardé derrière depuis un moment. Et une fois sous le pont, il n'était plus là. Il avait disparu. Pourquoi s'était-il arrêté? Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'on était rapide. Peut-être qu'il voulait juste nous faire peur. Peut-être qu'il avait de mauvaises intentions et qu'on a eu de la chance. Je ne sais pas. Et franchement, je préfère ne jamais le savoir. Je vis dans le nord de la Colombie-Britannique, au Canada. Il y a quelques années, un ami m'a invité à l'accompagner, lui, sa mère et sa sœur, dans un resort situé au bord d'un lac, à environ 1h30 de route de la ville. C'était à la fin juin, début juillet. On appelait ça un resort, mais c'était plutôt une sorte de cabane en pleine forêt. Il y avait un bâtiment principal en rondin pour l'accueil, avec un restaurant, quelques cabanes et un espace au bord du lac pour les camping-cars. Depuis la route principale, on tournait pour monter jusqu'au lot de cabanes et au bâtiment principal. À droite de l'autoroute, il n'y avait que de la forêt, à perte de vue, comme dans tout le secteur autour. Il y avait bien quelques maisons autour du lac, mais hors week-end prolongé, il n'y avait pas grand monde là-bas. L'espace des cabanes et celui des camping-cars étaient séparés. Le bâtiment principal se trouvait à 5 à 8 minutes de marche, en montant un chemin en spirale. Un peu au-delà de ce bâtiment, on tombait sur une clairière avec quelques tables. Et à environ 15 mètres dans les bois derrière les tables, on voyait 2 petites lagunes, entourées d'un vieux grillage. En arrivant, on a vidé la voiture, pris nos repères dans la cabane, plutôt sympa d'ailleurs, puis on est sorti pour explorer un peu les environs. Rien de très intéressant le premier jour, on n'a pas été très loin avant que la nuit tombe. Le lendemain, il faisait gris et il pleuvait, ce qui en fait nous arrangeait. Ça voulait dire moins de monde au resort, donc plus de liberté pour nous. On a exploré les alentours du lac et des cabanes plus en détail, puis on est remonté vers la clairière avec les tables. Elles étaient complètement envahies d'herbes et de mauvaises herbes, comme si personne ne s'était assis là depuis des lustres. En observant les environs, j'ai remarqué un espace dégagé dans les bois, à une 50aine de pieds, environ 15 mètres. On a glissé dans une sorte de fossé, à environ 2 mètres de dénivelé, puis on a traversé les broussailles pour arriver à cette zone. C'est là qu'on a vu ce qu'on pense être des lagunes artificielles, entourées de grillages. On a fait le tour, exploré un peu, puis on est retourné à la cabane car il était l'heure de dîner. Le jour suivant, on est retourné dans cette zone d'étable avec l'intention de retourner près des lagunes. Mais avant même de redescendre dans le fossé, on s'est arrêté net à cause d'un bruit. On a entendu 2 brindilles se briser au sol, pile dans l'espace des lagunes, exactement là où on était passé la veille. On est resté là une dizaine de minutes à écouter, jusqu'à ressentir une vraie peur viscérale, comme si un ours ou un autre animal sauvage rôdait tout près. On a préféré rentrer à la cabane et on a passé la soirée à jouer au poker. En discutant de tout ça, on s'est mis à en rire, pensant que ça devait être juste un animal ou des lapins dans le coin. Le lendemain, il pleuvait encore plus fort et le ciel était bien plus sombre que les jours précédents. On avait prévu de retourner aux lagunes plus tard, mais pour commencer, on est allé traîner dans une zone boisée moyenne près des cabanes. On s'amusait à casser de grosses branches contre les arbres, quand tout à coup, on a entendu quelqu'un ou quelque chose faire la même chose à environ 60 mètres devant nous. Le son se répercutait étrangement, donc c'était dur de juger la distance exacte, mais c'était loin et droit devant. Au début, on a cru à un écho, mais après plusieurs essais, on a compris que non. Quelqu'un ou quelque chose nous imitait. On aurait pu laisser passer ça, sauf que ce qui nous a frappé, c'est l'endroit.
Cette partie des bois était très éloignée des cabanes et très peu fréquentée, surtout sous la pluie et avec si peu de monde au resort. C'était bizarre que quelqu'un soit là. On a préféré quitter la zone en prévoyant d'y revenir plus tard. Dans la soirée, on est retourné vers les lagunes. On a écouté quelques minutes, pas un bruit. On a pensé que c'était effectivement juste une bête sauvage la veille. Mais moins de 5 minutes après être arrivé, j'ai dit à mon ami de ne plus bouger. On a tous les deux écouté. Et là, on a de nouveau entendu des pas. Sauf que cette fois, ils devenaient plus forts, plus rapides. Et ce même sentiment de terreur sourde nous a envahis. On a détalé, terrifiés. On a couru jusqu'à la cabane sans se retourner. Plus tard, on est retourné à la clairière où on avait entendu les bruits de branches. On a refait nos bruits contre les arbres, mais aucune réponse cette fois-ci. Puis, alors que je me retournais vers la gauche, quelque chose m'a attiré l'œil. Il y avait une silhouette humaine derrière un arbre, et je l'ai vue se baisser rapidement, comme si elle avait vu que je l'avais repérée. J'ai failli crier, mais je me suis retenu. Et j'ai dit tout bas à mon ami qu'on devait se barrer tout de suite. On a sprinté jusqu'à la cabane sans nous arrêter. Cette nuit-là, dans la mezzanine où on dormait, on a reparlé de tout ça. L'endroit où j'ai vu cette personne, c'était exactement là où on avait entendu les bruits d'imitation plus tôt. Et les 2 jours, près des lagunes, on avait entendu des pas autour de nous. C'était trop de coïncidences pour croire qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un qui nous observait, voire nous suivait à chacun de nos déplacements. C'était très dérangeant. D'autant plus que chaque jour, il faisait moche et pluvieux, et qu'il n'y avait presque personne au resort. On est parti le lendemain, notre séjour était terminé, et j'étais soulagé de ne plus avoir à rester dans ce coin constamment épié.